Bonsoir Étienne de Poncin. Bonsoir. Et merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous êtes l'ambassadeur de France en Ukraine. Avec nous aussi en plateau Sylvie Bermann, Ulysse Gosset et le général Jérôme Pellistrandi. On va faire le bilan avec vous de ces 150 jours de guerre, puisque c'est le 150e jour du conflit. Mais d'abord, donc, ces frappes russes aujourd'hui sur Odessa. Au lendemain, moins de 24 heures après l'accord sur les exportations de céréales, vous condamnez ces frappes ce soir ? Oui, bien sûr, elles ont été condamnées notamment par la ministre française des Affaires étrangères, Madame Colonna. Sur le fond, évidemment, c'est un mauvais signal, mais c'est quelque chose que nous connaissons depuis le 24 février au matin. Nous savons que les Russes peuvent et veulent frapper sur la totalité du territoire ukrainien. Odessa avait déjà été frappé à de nombreuses reprises, Mykolaïev, encore récemment Vinitsa. Donc je crois que c'est une volonté des Russes de réitérer cette capacité, quels que soient les accords qui aient pu être signés. Mais ça veut dire que l'accord, concrètement, ne pourra pas être mis en œuvre. Vladimir Poutine ne tient pas ses engagements, ne tient pas parole, ne respecte pas sa signature. Ça, l'avenir le dira. C'est pas nécessairement impossible de mettre l'accord en vigueur, même s'il y a des frappes sur Odessa. Les deux peuvent être déliés. Les Ukrainiens disent d'ailleurs aujourd'hui qu'ils sont prêts à appliquer l'accord. Comment on peut imaginer que des navires de commerce entrent dans le port d'Odessa pour récupérer les tonnes de céréales s'il y a un risque de bombardement ? Il y a un risque de bombardement sur toute l'Ukraine depuis le 24 février au matin, donc il faudra qu'ils prennent le risque. Mais le but de l'accord, c'est bien de mettre en place ces corridors, ces couloirs sécurisés. Oui, bien sûr, non, clairement, il faut mettre ces couloirs sécurisés. Mais ça n'empêchera probablement pas des frappes sur Odessa. Oui, parce que ce n'est pas effectivement un cessez-le-feu déclaré par la Russie. C'est un accord sur l'exportation de blé avec des couloirs maritimes protégés par des navires de guerre. Mais Moscou ne s'est pas en réalité engagé à cesser les bombardements. Effectivement, c'est quand même un très 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 mauvais signal et on peut se demander comment cet accord pourrait être mis en œuvre. Il doit être mis en œuvre dans les 4 prochains jours. Mais tout de même, monsieur l'ambassadeur, on se demande aujourd'hui, est-ce que vous pensez que les Russes ont l'intention de prendre Odessa ? Et est-ce que c'est possible qu'ils prennent Odessa ? Est-ce que c'est un risque que cette guerre pourrait apporter dans les prochains jours ou semaines ? Absolument. Les Russes n'ont absolument pas renoncé à leurs objectifs. Et clairement, de notre point de vue, Odessa fait partie des objectifs russes. Après, la question est de savoir s'ils ont la capacité de prendre Odessa. Mais à mon sens, ils n'ont absolument pas renoncé à prendre Odessa et à prendre la totalité du pourtour de la mer Noire. Ça c'est clair. La façade maritime de l'Ukraine, c'est cette zone dont on parle, c'est le sud de l'Ukraine, les rives de la mer Noire. C'est un enjeu crucial, un enjeu stratégique pour les deux belligérants. Absolument, oui, c'est un enjeu crucial. Je crois que les Russes ont clairement dit qu'ils ne se contenteraient pas du Donbass, donc des deux oblasts de Lugansk et de Donetsk, mais qui voulaient garder non seulement le sud, Kherson et Zaporijjia, mais également probablement ils visent Odessa de façon à faire la jonction avec leurs troupes en Transnistrie. Je crois que là, le plan russe est quand même assez clair. Après, est-ce qu'ils veulent par exemple aussi relancer une attaque sur Kiev, ça peut faire partie aussi de leur projet. Il y aura de toute manière, pour Odessa, une résistance féroce des Ukrainiens. Ils sont déterminés, ils se battront pour Odessa comme ils se sont battus pour Kiev. Il n'y aura pas uniquement pour Odessa, il y a une résistance féroce des Ukrainiens sur la totalité de leur territoire. Ça, c'est peut-être l'enseignement de 150 jours de guerre. Les Ukrainiens ne sont pas prêts à lâcher un pouce de territoire, de terrain. Et donc, ils l'ont prouvé au cours de ces 150 jours de conflit. Ils le prouveront très vraisemblablement dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent. Justement, ça fait 150 jours donc, que l'invasion russe a débuté. Pour vous, ambassadeur de France en Ukraine, je le rappelle, quel a été le moment peut-être le plus marquant que vous avez vécu, vous, ambassadeur, depuis le début de ce conflit ? Forcément, les premiers jours, lorsque l'offensive a débuté, le 24 février au matin, et lorsque nous sommes restés avec les collègues de l'ambassade, Ulysse Gosset s'en souvient, puisque nous étions en contact dans les locaux de l'ambassade avant de pouvoir nous redéployer sur le Lviv, et donc de quitter Kiev et de venir à Lviv. L'ambassade de France, comme vous le savez, est une des rares ambassades à n'avoir jamais quitté le territoire ukrainien. Nous sommes restés en Ukraine aux côtés des Ukrainiens pour les aider et pour marquer notre solidarité dans l'épreuve suite à l'agression russe.
Et ces premiers jours, ils se passent comment concrètement? Comment vous les avez vécus? Ces premiers jours, ils se passent d'abord dans la sidération, puisqu'on n'envisageait pas nécessairement une offensive immédiate sur Kiev. Il se passe dans les locaux de l'ambassade, dans la chancellerie diplomatique, où nous nous regroupons tous sous la sécurisation du GIGN, dans des conditions précaires, il faut le reconnaître, puisque il y avait des tirs et des combats dans la ville, avant, encore une fois, le 28 février au soir, de quitter pour rejoindre Lviv pour un petit noyau dur cette fois-ci, et pas l'ambassade dans sa totalité, évidemment. Alors, vous le disiez, monsieur l'ambassadeur, vous étiez protégé par le GIGN. On a appris que la vie du président Zelensky était menacée et il a été dit que la France lui avait proposé de l'exfiltrer. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous avez effectivement proposé, au nom, j'imagine, du président de la République, une exfiltration au président? Est-ce qu'il l'a accepté? Est-ce qu'il l'a refusé? Comment ça s'est passé et comment avez-vous fait passer le message? Oui, dans ces jours de grande tension et de grande inquiétude, oui, on lui a proposé de se réfugier à l'ambassade de France sous la protection du GIGN. Je suis passé par ses conseillers, très classiquement, mais vous savez aussi que le président de la République était en contact direct avec Volodymyr Zelensky. Il y avait eu des contacts continus, puisque une des surprises, je veux dire, de ces premiers jours, c'est le fait que les communications ont continué à fonctionner tout à fait normalement. Donc, les réseaux WhatsApp ou autres fonctionnaient. Donc, nous continuions à être en contact avec eux de façon très, très régulière. Et alors, comment ça s'est passé? Vous lui avez demandé s'il souhaitait? Est-ce qu'il a répondu? On a fait preuve, on a dit qu'on était disponible s'il le souhaitait. Et bon, comme vous le savez, il l'a pas souhaité et donc il est resté sur place très, très courageusement. Et sur ce point, est-ce que vous pensez vraiment que la vie de Zelensky était menacée? Est-ce qu'il était l'objet d'une mission suicide de la part des commandos russes ou tchétchènes? C'est difficile à dire, mais oui, sa vie était menacée. Il l'a dit lui-même. Il y avait à l'époque des commandos de saboteurs dans la ville. Après, savoir exactement quel était leur mandat, évidemment, c'est difficile à dire. Mais en tout cas, oui, très probablement, sa vie était menacée, ainsi que celle de toute son équipe. Aujourd'hui, vous êtes en contact évidemment régulièrement, j'imagine, avec Volodymyr Zelensky, toujours, le président ukrainien. Il est déterminé et quel est son état, j'allais dire, physique et mental aussi? Oui, bien sûr, il est déterminé. Il est devenu une figure mondiale par sa résistance, par son courage, notamment lorsque il a fait cette petite vidéo le 25 février en sortant dans la rue avec ses quelques collaborateurs pour montrer et rappeler à l'ensemble du monde que l'Ukraine ne se laisserait pas faire, résisterait à l'agression, ce qui n'était pas évident. Beaucoup de gens pensaient qu'en réalité, lui-même s'en irait ou que le pays se déliterait. Ça n'a pas été le cas. Et moi, ce qui me marque au cours de ces 5 mois de présence sur place, c'est l'extraordinaire résistance du peuple ukrainien. Toute la population s'est levée et s'est dressée comme un seul homme, si je peux employer cette expression, pour d'abord défendre la ville de Kiev, qui est repoussé l'attaque sur Kiev et sur Kharkiv, et puis défendre la totalité du territoire. Il y a un sentiment d'être, comme en France, ça nous interpelle, mais d'être dans la Révolution française, à l'an 2 de la Révolution française. Moi, ce qui m'a marqué justement quand j'ai quitté Kiev pour aller à Lviv, c'est que tous les villages, toutes les villes étaient en état de défense et se préparaient à résister à l'agression russe. Vous faites cette comparaison? Oui, parce que c'est vraiment le peuple en armes qui se dresse avec des armes comme ça, de fortune. C'est des policiers qui prennent les armes, c'est les maires qui mettent leur ville en état de défense. C'est vraiment un peuple, une nation, plus qu'un peuple, une nation entière qui résiste et qui s'oppose à l'agression de son grand voisin. Avec le recul, est-ce que finalement on peut se dire qu'effectivement Vladimir Poutine a voulu faire tomber le régime de Kiev, prendre la capitale et en fait annexer tout le pays? Et est-ce qu'on peut dire également qu'il a finalement échoué dans la première phase de la guerre? On verra si après la situation a évolué, mais cette première phase, vous la confirmez, et effectivement on peut dire que sur ce point, la Russie a été mise en défaite?
Absolument. La Russie a été mise en défaite parce qu'il n'avait pas été envisagé, c'est-à-dire cette résistance que j'évoquais à Kiev, mais aussi à Kharkiv. La question se posait, puisque comme vous savez, Kharkiv est une ville russophone, hein, avec des liens historiques très forts. Donc la question se posait, et probablement Vladimir Poutine et l'état-major russe pensaient que Kharkiv tomberait également très, très facilement. Ça n'a pas été le cas. Donc cette première phase a été mise en échec. Après, quel était exactement le plan russe? C'était certainement de prendre Kiev en quelques jours, de mettre un gouvernement fantoche. Est-ce que c'était après d'annexer Kiev complètement? Et ça, c'est difficile à dire, mais en tout cas, d'installer un gouvernement à sa main, oui, très probablement. Oui. Aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu ces déclarations du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, qui a dit, en gros, on ne se contentera pas du Donbass, on va tenter d'annexer d'autres territoires. On entre dans une nouvelle phase de cette guerre au 150e jour. On va à nouveau avoir une escalade au niveau des combats, des bombardements. Il faut se préparer à quoi dans les jours ou les semaines qui viennent? On ne peut pas avoir de certitude dans ce conflit, mais il faut se préparer à une guerre longue. Ça paraît assez clair. À ce stade, aucun des deux adversaires n'a la moindre intention de céder. Les Russes ne renoncent pas à leur plan initial, et même au contraire, ils montent les enchères. Les Ukrainiens n'ont aucune envie de renoncer au territoire qu'ils ont perdu, ils le disent très clairement. Donc pour eux, il n'est pas question, par exemple, de négocier un cessez-le-feu, puisqu'un cessez-le-feu n'aurait pas de valeur aujourd'hui, puisque ça veut dire que ça stabiliserait les troupes russes sur leur front actuel. Et les Ukrainiens pensent que s'ils signaient un cessez-le-feu, de toute façon, les Russes reprendraient des forces et continueraient à attaquer, puisqu'ils n'ont pas renoncé à leur plan général d'occupation, en tout cas de la partie sud. Donc aujourd'hui, on est parti malheureusement pour un conflit long. Parlons un petit peu de la relation avec la France. Ça n'a pas toujours été facile. On a vu que les Ukrainiens n'ont pas du tout admis le fait que la France ne condamne jamais ce qu'ils ont appelé un génocide. Est-ce qu'aujourd'hui, la confiance est totalement rétablie et est-ce que les demandes faites à la France sont satisfaites? Est-ce qu'il y a de nouvelles demandes? Est-ce que l'Ukraine réclame toujours plus d'armes? Quel type d'armes? Et comment vous pourriez évaluer justement cette relation entre Paris et Kiev? D'abord, on a un dialogue de confiance très étroit entre Français et Ukrainiens, qui est à tous les niveaux, et d'abord au niveau du président de la République. Il y a eu un moment charnière qui a été la venue du président de la République à Kiev le 16 juin, et notamment le fait que la France ait pris et endossé la demande ukrainienne de recevoir le statut de candidat à l'Union européenne. C'était sous présidence française, et c'est le président de la République qui est venu et qui a très largement convaincu le chancelier allemand de soutenir cette demande. C'était une demande très forte des Ukrainiens, politique évidemment, très symbolique également, pour montrer que l'Ukraine appartient bien aux valeurs de l'Union européenne et les partage. Cette demande a été satisfaite par la France et ils savent gré évidemment à Emmanuel Macron de l'avoir portée et de l'avoir fait aboutir en réalité. Et s'agissant de l'aide que nous apportons, je crois qu'elle est extrêmement bien reçue par les Ukrainiens parce qu'elle correspond exactement à leur demande. C'est-à-dire que nous sommes, et c'est aussi un des avantages d'être resté sur place avec l'ambassade, c'est que nous avons ce dialogue continu, journalier à tous les niveaux avec les Ukrainiens, que c'est un pays bien organisé, ils savent exactement ce qu'ils veulent, ils savent exactement ce qu'ils peuvent nous demander. Je pense par exemple au canon César ou à l'artillerie César. Donc c'est eux qui nous disent on a besoin de ça en ciblant exactement leurs demandes et nous répondons après à leurs demandes de façon également très précise et surtout dans des délais très rapides. Je pense aussi par exemple à l'aide que nous leur avons apportée à travers nos gendarmes légistes sur les crimes de guerre. Nous avons été les premiers. Nos gendarmes étaient dès le 11 avril. Je les accueillais à Lviv et puis après à Kiev. Donc ils étaient là parmi les premiers à aider la procureure générale. Donc nous avons une aide qui est extrêmement bien ciblée et très, très, très précise et elle est très appréciée. Vous savez que les canons César sont devenus des stars, si on peut employer ça. Ils ont même été applaudis par la Rada le Parlement ukrainien lorsque Gérard Larcher, le président du Sénat, a fait une intervention devant la Rada. Donc oui, les relations franco-ukrainiennes sont bonnes, elles sont confiantes et elles sont productives. Mais par rapport à ce que font les Britanniques, les Américains, la France est à la hauteur? Oui, la France est à la hauteur. Après, bon, c'est normal. Chacun défend son aide et se positionne, mais il y a beaucoup de communication. Nous, ce que nous faisons beaucoup, et aussi qui est très apprécié par les Ukrainiens, c'est l'accueil des Ukrainiens en France. Nous avons accueilli 100 000 Ukrainiens qui sont très bien accueillis. Il y a un élan de générosité incroyable à travers tout le territoire. Et par rapport aux anglo-saxons, les Ukrainiens peuvent venir en France sans visa. C'est un des gros avantages dans toute l'Union européenne. Ils ne peuvent pas accéder ni à la Grande-Bretagne, ni aux États-Unis aussi facilement. Donc sur ce plan-là, par exemple, nous faisons beaucoup plus
que les anglo-saxons. Général Pellistrandi. Oui, monsieur l'ambassadeur, quelle est votre analyse du limogeage, si on peut dire, donc, et de la procureure générale et du chef des services secrets qui a causé beaucoup d'émotions ces derniers jours? La justification du président Zelensky, ça a été de remettre de l'ordre, et notamment s'agissant du service SBU, des services intérieurs, qui effectivement ont été noyautés assez largement, et ça on le savait, par les Russes. Il y a eu des défaillances, notamment dans la prise de Kherson, du sud, puisque les Russes sont arrivés de façon très surprenante en quelques jours dans cette grande ville du sud. Et donc, il y a eu forcément des complicités. Et je crois qu'il a voulu faire le ménage de ce point de vue-là. En tout cas, c'est ce qui nous a été annoncé. Monsieur l'ambassadeur, aujourd'hui, on a le sentiment que les Ukrainiens souffrent et qu'ils... certes, ils résistent toujours autant, mais Poutine a conquis quand même 20% du territoire, un peu plus même. Et dans ce territoire conquis, il y a une forme de russification et, dit-on même, une volonté d'annexion. Alors, est-ce que c'est vrai que c'est une période difficile pour les Ukrainiens? Et selon vous, est-ce que l'Ukraine peut vraiment gagner cette guerre? Oui, c'est vrai que c'est une période difficile. C'est un peuple qui souffre, qui subit des pertes, et avec des crimes de guerre absolument abominables qui ont eu lieu au nord de Kiev, avec des frappes à Vinitsa aussi, où des civils, j'y suis allé avec plusieurs collègues de l'Union européenne, ce sont des drames absolument terribles, avec des enfants brûlés dans les voitures suite à des frappes de missiles. Mais pour vivre en Ukraine, ce qui nous marque aussi beaucoup, c'est l'extraordinaire résilience des Ukrainiens. Je suis allé à plusieurs reprises à Boutcha, par exemple. À chaque fois, je vois que la ville est reconstruite. Elle se répare. Les gens refont leur maison, nettoient les débris immédiatement après les frappes. Il y a un côté absolument extraordinaire de ce courage, un peu comme les Britanniques dans les années 40 sous le Blitz. Immédiatement, ils reconstruisent, ils retravaillent, ils remettent en route. Les usines, par exemple, continuent à fonctionner, quelquefois à 10 km du front. Les agriculteurs continuent à travailler alors que le front est à 10 km. Mais est-ce que l'Ukraine peut gagner la guerre? Ou est-ce qu'on va entrer dans une période finalement une sorte de séparation du pays, le Donbass pris par les Russes et le reste du pays continue à vivre avec les bombardements? Est-ce que l'Ukraine peut gagner? Elle peut, je pense très sincèrement, elle peut stopper l'offensive russe, l'obliger à marquer un coup d'arrêt et à ce qu'elle s'enlise. Après, la question, mais ça je me prendrais plutôt les experts militaires, savoir si les Ukrainiens ont la capacité à contre-attaquer et à reconquérir le territoire perdu, ça c'est une question beaucoup plus difficile, parce qu'il faut un autre type d'armement. Aujourd'hui, avec les armements dont ils disposent, et notamment les nouveaux canons, ils sont capables quand même d'infliger des coups très forts aux Russes. Donc je pense que, pour répondre précisément à votre question, oui, ils devraient être capables de stopper l'offensive russe. Ils l'ont déjà assez largement fait. Savoir s'ils sont capables de reconquérir les territoires perdus, ça c'est une autre affaire. Pourra-t-il y avoir une issue à ce conflit et à cette guerre tant que Vladimir Poutine sera à la tête de la Russie? Ça, c'est difficile à dire. C'est la question à poser centrale. Plutôt. Mais vous en pensez quoi? Qu'à moi-même. Moi, je suis en Ukraine, donc je me tournerai plutôt vers notre ancienne ambassadrice à Moscou. Mais à plus court terme, alors, est-ce que vous pensez qu'un cessez-le-feu est possible? Je ne parle même pas d'une paix. Compte tenu de ce qui se passe, on voit Odessa aujourd'hui est bombardée alors qu'on signe un accord sur les céréales. Est-ce qu'un cessez-le-feu est possible ou est-ce que ça nous reporte, je dirais, à la fin de l'année ou peut-être l'année prochaine? Ça s'annonce quand même très très mal. Un cessez-le-feu dans les conditions actuelles, ainsi que on l'indiquait, je crois que les Ukrainiens ne le souhaitent pas et les Russes ne le souhaitent pas non plus. Donc aujourd'hui, c'est difficile d'envisager un cessez-le-feu sur les lignes actuelles. Les Ukrainiens ont dit très clairement qu'ils étaient prêts à signer un cessez-le-feu si les Russes reculaient à leur ligne de départ du 23 février. Évidemment, le ministre Lavrov a considéré que c'était une hypothèse absolument inacceptable. Donc à partir de là, on ne voit pas les conditions d'un cessez-le-feu aujourd'hui. Donc le conflit va durer, je crois. Quel est votre travail d'ambassadeur au quotidien sur place en Ukraine? Quelles sont vos missions? Qu'est-ce que vous faites? Comment vous aidez, vous, ambassadeur de France en Ukraine, au quotidien sur place? Alors, on continue notre action
classique d'ambassade, c'est-à-dire d'abord informer Paris sur la situation. Donc ça, c'est un travail diplomatique classique. Et puis avec l'équipe réduite qui m'entoure, donc nous travaillons énormément à aider l'Ukraine, donc à recueillir les demandes qui nous sont exprimées. Et puis on commence aussi à travailler à la reconstruction. Par exemple, le président Zelensky a demandé à ce que chaque État parraine une région. Nous avons choisi la région de Tchernigiv, qui est au nord-est de Kiev, sur laquelle on va essayer de faire converger notre assistance, c'est-à-dire l'assistance de l'État, l'assistance des collectivités locales. Et ça prend quelle forme, c'est quoi? Ça va être la présidente d'Île-de-France, Valérie Pécresse, s'y est rendue d'ailleurs pour apporter un soutien. Ça va prendre la forme d'une reconstruction, d'une aide humanitaire. Il y aura d'ailleurs un cargo CGM qui viendra en septembre à Constanța avec du matériel de secours et de reconstruction, des portes, des fenêtres, en Roumanie. Puis après, on transportera de Roumanie à Kiev ou ailleurs le matériel qui sera dans ce cargo, dans ce bateau. Et donc voilà, on apporte cette aide à chaque fois qu'elle nous est demandée. Et donc, on travaille beaucoup. Nous sommes en plein été, les Français sont en vacances, ils vont revenir, la guerre sera toujours là et ils auront aussi leurs difficultés, notamment la hausse des prix, l'énergie, le manque d'électricité ou de gaz peut-être. Qu'est-ce que vous dites aux Français qui seraient un petit peu lassés, fatigués par cette guerre, comme le sont peut-être d'autres opinions publiques aux États-Unis ou ailleurs, pour qu'ils continuent à s'intéresser à ce conflit et peut-être à prendre conscience des enjeux? Comment on fait pour tenir, nous aussi, si vous voulez, dans notre pays, pour que, effectivement, ce conflit ne passe pas au second plan, qu'il soit un conflit gelé, entre guillemets, ou oublié, comme ça a été d'ailleurs le cas du Donbass depuis 2014. Ça, c'est une vraie crainte des Ukrainiens, notamment. C'est qu'on les oublie et qu'il y ait une fatigue, que l'actualité passe à autre chose. Pour ce qui est des Français, je crois que le président de la République l'a dit, on sera aux côtés des Ukrainiens tant qu'ils auront besoin de nous, tant qu'ils nous le demanderont. Nous sommes engagés à leur côté. C'est un peuple qui est encore une fois agressé de façon absolument non légitime, avec des moyens absolument abominables. Donc nous le soutenons, nous l'avons soutenu, nous allons continuer à le faire. Il faut rester serein et solide aux côtés de nos amis ukrainiens qui subissent, eux, le plus dur. Comme ils nous le disent aussi, ils se battent pour nous aussi d'une certaine façon, car on a parlé des objectifs russes, mais peut-être qu'au-delà de l'Ukraine, il y aurait d'autres objectifs. Donc si on ne marque pas un coup d'arrêt en Ukraine, le conflit pourrait encore déborder et aller ailleurs. Donc c'est notre intérêt aussi d'aider les Ukrainiens et de rester à leur côté. Surtout qu'ils font un travail remarquable de défense et qu'on peut quand même espérer que les choses aillent dans leur sens. Donc il faut rester solide. Combien de Français, de ressortissants français sont encore présents actuellement en Ukraine? C'est une bonne question parce que ce que nous leur recommandons vraiment très clairement, c'est de ne pas venir en Ukraine. Toute l'Ukraine est dangereuse, on le voit tous les jours. Donc quand je vois des compatriotes en Ukraine, et il y en a malheureusement, je leur rappelle nos recommandations. Vous n'avez pas d'idée précise? C'est difficile à dire. Bon, quelques, peut-être 100, 200, c'est difficile à dire. Il y en a qui font des allers-retours, notamment des hommes d'affaires qui viennent une semaine et qui repartent. Mais la recommandation est vraiment claire et précise, c'est de ne pas venir en Ukraine. Tout le territoire est dangereux. Donc voilà, mais il y a évidemment des Français qui y sont ou qui y viennent, qui y sont de passage. Un jeune combattant français avait été tué récemment. C'est un phénomène à la marge où il y a des combattants français, des Français qui sont partis et qui sont encore sur place pour combattre aux côtés des Ukrainiens, résister. Et combien sont morts selon vos informations à ce jour? C'est des bonnes questions. C'est des questions qu'on garde pour les familles en priorité. Oui, il y en a, encore une fois, qui donc ne suivent pas nos recommandations. Quelquefois, il m'arrive de les rencontrer aussi. J'essaie de les dissuader. Il y en a, et il y en a qui, effectivement, malheureusement, meurent. Il y en a combien qui sont engagés actuellement en Ukraine? Ça, nous ne le savons pas parce qu'ils ne vont pas nous voir. Hein. Ils savent que nous ne sommes pas favorables à leur venue. Et donc, Mais vous dites que vous en avez rencontré. Dans quel cadre et ils vous disent quoi? Quelles sont leurs motivations? Ils vous racontent leurs motivations, quoi? elles sont très, très variables. C'est d'aider les Ukrainiens. Nous essayons de les dissuader au maximum. Hein. Donc, il m'est arrivé une fois ou deux d'en rencontrer un, mais en principe, ils ne viennent pas nous voir. Hein. Ça, c'est clair. Et malheureusement, quelquefois, il y a des pertes. Ils meurent. Et donc, à ce moment-là, nous favorisons le rapatriement
du corps. Et donc ça, c'est notre travail de consulaire habituel, je dirais. Sur ce point précis, on est actuellement à 2 cas connus. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont décédés ou pas? Vous ne pouvez pas répondre. Je préfère pas répondre. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être eu d'autres cas, mais effectivement, il y a... Ça reste très limité, pour répondre précisément à vos questions. Pourquoi tenir cette information secrète? Parce que c'est aux familles, d'abord. Mais les familles ne sont pas encore prévenues? Si, les familles sont prévenues. Donc c'est au bon vouloir des familles de rendre l'information éventuellement publique. Vous ne le ferez pas. Nous respectons le désir des familles, évidemment. Et il y a d'autres nationalités présentes en Ukraine. Il y a ce qu'on appelle la Légion internationale. Quelle est la position des Ukrainiens? Est-ce que la France, on sait, dissuade, vous venez de le rappeler, mais l'Ukraine accepte ces combattants pour leur venir en aide, ou au contraire essaie de limiter leur nombre parce qu'ils ne sont pas forcément expérimentés et utiles dans la guerre qui se poursuit? Là, c'est difficile aussi pour moi de répondre. Je ne parle jamais de ces questions-là avec les Ukrainiens, puisque nous ne souhaitons pas engager un dialogue avec eux sur ce sujet-là. Donc, je ne sais pas exactement la politique qu'ils mènent. Donc, on se tient vraiment à l'écart de ces sujets-là. Et une question sur Vladimir Poutine. Vous qui êtes à Kiev, vous le connaissiez donc avant la guerre, vous le suiviez, vous l'observiez. Aujourd'hui, votre sentiment profond, et si vous deviez le dire au président de la République, est-ce que vous pensez que Poutine va aller plus loin, qu'il va aller jusqu'au bout et qu'il finalement tiendra cette ligne, quel qu'en soit le prix? Quelle est votre analyse? Enfin, moi, je n'ai pas de compétences particulières pour analyser Vladimir Poutine. Donc, là où je suis placé, c'est très difficile pour moi de répondre à ce type de questions. Vous m'interrogez sur Volodymyr Zelensky, je vous répondrai avec grand plaisir, mais pour Vladimir Poutine, je crois que d'ailleurs tout le monde a beaucoup de peine à répondre sur ses intentions, et très secret, si j'ai bien compris. Et donc c'est très difficile de répondre à ce type de questions. Dernière question. Désolé, Dernière question. Vous êtes à Paris en ce moment. Vous allez retourner évidemment sur place à Kiev très prochainement? Oui, je vais essayer de prendre quand même quelques jours de congé. Et puis je retournerai à Kiev, évidemment. Oui. Reprendre votre mission. Reprendre ma mission. Oui. Merci d'avoir été avec nous sur BFM TV. Étienne de Poncin, donc ambassadeur de France en Ukraine.